Lucie et Elodie vivent à Lausanne. Âgées de 23 et de 25 ans, les deux travaillent dans les soins esthétiques et sont ce qu'on appelle des consommatrices festives de cocaïne. Elles assument, mais pas devant leurs parents. Je trouve que c'est pas un sujet tabou, en tout cas dans notre âge, dans la vingtaine, parce que maintenant, il y a énormément de gens qui consomment. Et vous avez l'impression que ça circule facilement? Énormément, oui. Beaucoup, parce qu'on en trouve très facilement, c'est ça le problème. Et ça se vend partout, donc on peut en acheter quand on en a envie et où on veut. Consommatrices occasionnelles, les deux jeunes femmes sont tout de même conscientes que ce n'est pas anodin. Dès le moment où ça devient normal, qu'il n'y a plus aucune gêne, ben c'est là que ça devient dangereux. C'est le contenu des égouts qui nous l'apprend. 5 villes suisses se placent dans le top 10 de la consommation de cocaïne en Europe. Pour obtenir ce résultat, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a récolté les eaux usées de 64 villes. Conclusion, nette augmentation de la consommation de cocaïne en Europe, mais surtout en Suisse. Plus de 64% d'augmentation à Genève et même 80% à Saint-Gall. Pour les données des eaux usées suisses, c'est le laboratoire des sciences criminelles de l'Université de Lausanne qui était en charge de l'étude. Le tout chapeauté par Pierre Esseva. Si on regarde le hit parade, si on veut dire, des produits stupéfiants, c'est vrai que la cocaïne reste la substance la plus consommée après le cannabis, c'est clair. Et puis qu'on a toujours une recherche des consommateurs de ce type-là de produits et puis une offre aussi qui est aussi assez importante à ce niveau-là. Une offre qui vient de la rue, mais pas seulement. Il existe des vendeurs de cocaïne d'appartements dont le numéro se refile de bouche à oreille. C'est le cas de Rico. Il vend de la cocaïne à Genève depuis plus de 10 ans. Oui, je suis dealer de cocaïne. Maintenant, c'est devenu accessible à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a plus de gens qui consomment. Tu vois, les gens consomment plus facilement qu'à l'époque. Moi, je pense que c'est une drogue qui est devenue un peu, on va dire, à la mode, quoi. Moi, ma clientèle, c'est des gens normaux. C'est de 28, 30, 40. Et, ça va au-delà aussi. Mais je sais qu'il y a des jeunes qui ont cet âge-là, qui ont 17-18 ans, qui consomment. Mais de tout. Des banquiers, des vendeurs dans les magasins, de tout, quoi. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, la cocaïne touche tout le monde. Son prix a été divisé par 3 en 20 ans. Les spécialistes observent cette lame de fond avec attention. Ça s'est beaucoup démocratisé, si on veut. C'est une drogue qui est un stimulant, donc qui va plutôt intéresser les gens qui sont sous stress, qui ont beaucoup de charges. On va trouver ça dans le monde professionnel, on va trouver ça dans les cuisines, on va trouver ça chez les étudiants, on va trouver ça dans tout type de setting, bien sûr dans le setting festif, mais au-delà, dans beaucoup de milieux. Aujourd'hui, on a des chiffres qui nous disent à peu près que 5% de la population suisse aurait déjà consommé de la cocaïne. Effectivement, il y a une vingtaine d'années, on était plutôt autour de 1%. On ne peut pas s'en réjouir, vu que la cocaïne est associée quand même à un certain nombre de difficultés sociales. 80% de la cocaïne en Suisse est consommée de manière récréative, donc pas régulière. Mais pour les 20% restants, c'est plus problématique. À la clinique Belmont, à Genève, nous rencontrons Bernard et son soignant. Cadre supérieur de 45 ans, Bernard a consommé de la cocaïne pendant plus de 20 ans, avant que tout parte en éclats. Mon premier contact avec la cocaïne s'est produit à l'âge de 21 ans, 2 lignes de cocaïne, qui m'avait surpris par la l'hypervigilance que ça m'avait procuré. Pour ce qui concerne la cocaïne, c'est surtout en général le besoin d'être performant, donc de pouvoir faire ce qu'on leur demande, c'est-à-dire dans leur travail, dans le cadre social. Dans le cadre des sorties, il faut tenir le coup toute la soirée, donc il faut un petit peu prendre quelque chose, sinon on s'écroule avant la fin de la soirée.
Et puis dans le cadre professionnel, il y a un tel stress et une telle demande, une exigence de la part de l'employeur ou des employeurs, où on est obligé effectivement de prendre quelque chose pour tenir le rythme. La consommation de cocaïne, vu qu'elle va crescendo, du fait qu'il y a une tolérance de psychisme et d'organisme à son effet, hein, et les doses doivent augmenter pour obtenir le même effet. Donc l'effet destructeur sur les finances, sur la santé, sur la socialisation, puisqu'elle vous isole, puisque moi je consommais seul et non plus du tout socialement, festivement. Et pour résumer, en réalité, il m'a fallu une année pour prendre la décision de me soigner. Une année, l'intervention de son entourage, des accidents quasi mortels et de gros soucis financiers pour remarquer qu'il avait un problème. Pendant cette année-là, elle en était où, votre consommation? Elle était quotidienne? Elle était quotidienne. Elle était quotidienne à des doses élevées, c'est-à-dire plusieurs grammes par jour. Et vous mène à la mort, physique, hein, puisque moi-même, hein, j'ai frôlé la mort à 3 reprises. La puissance de la dépendance est tellement forte que même le fait de frôler la mort en ayant des enfants à charge ne vous dissuade pas de cesser votre consommation. Alors que faire? Que faire face à ce supermarché à ciel ouvert et ses dizaines de milliers de consommateurs? Des voix se lèvent pour prendre un autre chemin, car pour les professionnels, il est difficile d'imaginer pire que la situation actuelle. Ça, je crois que ça devient une évidence pour tous les acteurs au niveau international. C'est que la stratégie qu'on a décidée au sortir des années 60-70 de prohibition et de guerre à la drogue, en fait, ça fait plus de mal que de bien. Ça fait beaucoup de dégâts chez les consommateurs, ça coûte très cher. Et puis, effectivement, on a ce paradoxe que c'est quelque part là où on a le plus de répression qu'on a le plus d'augmentation de drogue. Donc, effectivement, la répression n'arrive pas à diminuer la consommation. Si la répression ne marche pas, qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Juste avant son élection au Conseil fédéral, Ignacio Cassis, PLR tessinois et médecin, lance un pavé dans la mare. Dans cette vidéo réalisée par nos confrères du Blick, il parle même de légaliser la cocaïne. Il y a des consommateurs accros et dépendants à la cocaïne. Ils n'iraient plus sur le marché noir s'ils pouvaient disposer d'un accès médicalisé aux produits. Il n'y a que les soins médicaux qui peuvent aider les dépendants à moyen terme à se désintoxiquer. Et ça, aujourd'hui, avec le marché noir, ce n'est pas possible. Alors, ce que j'imagine, c'est que dans le cas de consommateurs dépendants et problématiques, pas pour les occasionnels, eh bien, nous créons un cadre qui définisse un accès aux produits selon les circonstances, l'âge, la problématique. Et tout cela serait quelque chose de contrôlé. Si beaucoup de ses camarades de parti reconnaissent l'inefficacité de la répression, peu sont prêts à le dire publiquement. Mais le discours d'Ignacio Cassis commence tout de même à avoir un écho. Députée au Grand Conseil fribourgeois, Johanna Gapani fait partie des rares à oser s'exprimer sur la dépénalisation. L'interdiction n'est clairement pas une bonne solution. Alors la légalisation, je pense qu'elle doit être abordée dans le cadre de projets d'abord. On doit voir ce que ça donne. Et puis ensuite, une légalisation, comme je le disais, ça ne veut pas dire tout autoriser à n'importe qui et de n'importe quelle manière, mais ça veut véritablement dire poser un cadre et savoir ce qui se fait sur le marché. On a l'impression qu'à partir du moment où c'est légalisé, c'est encouragé. Alors que ce n'est absolument pas le cas et on l'a vu dans les pays qui l'ont fait. Par exemple, il y a le Portugal qui a légalisé, mais il y a aussi d'autres pays qui l'ont fait, notamment en Amérique. Et on se rend compte que dans ces pays-là, eh bien, la consommation a plutôt diminué. D'autant plus que pour nos jeunes consommatrices, le côté illégal de la cocaïne n'a pas l'air d'être un frein. C'est très dur
comprendre que c'est illégal alors que justement ça se vend partout. Des fois on se demande justement qu'est-ce que la police fait parce qu'on peut en trouver à chaque coin de rue, donc finalement c'est très facile de s'en procurer. On s'en rend pas compte mais ça vient très vite à nous et après on n'arrive plus à arrêter, donc vaut mieux ne pas commencer que de continuer ça indéfiniment. La cocaïne, une drogue en phase avec les exigences de performance de notre époque. Et ce paradoxe, depuis 10 ans, plus on la réprime, plus elle est consommée. Il y a 25 ans, cette année, les speakerines disparaissaient des petits écrans français. Chez nous, en Suisse, ces icônes de la télévision allaient survivre presque 20 ans de plus avant, finalement, de quitter l'antenne. Cette année, les speakerines font un retour en force dans une série, dans un documentaire, et Béatrice Guelpa a voulu savoir ce qu'étaient devenues nos speakerines à nous. Pour certaines, pas besoin d'aller chercher trop loin. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Les speakerines, ces reines du petit écran aujourd'hui disparues, sont remises à l'honneur. Une série française qui sera diffusée prochainement fait d'une speakerine incarnée par Marie Gillin son héroïne, plongée nostalgique dans les années 60. Mesdames et messieurs, nos émissions sont maintenant terminées. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. Je vous souhaite à tous une bonne vie. Au revoir et à demain. Alors quand les nôtres, celles qui ont accompagné nos soirées, sont invitées dans les locaux de la télévision par leurs anciens collègues régisseurs, ça donne un apéro, quelques photos collector et comme une envie de rembobiner. Attention, test est up. Alain Schmitter, c'est un peu le téléspectateur modèle. Il sait tout des 48 speakerines et 6 speakers qui se sont succédés sur les écrans romans pendant près de 60 ans. Sa première speakerine, il s'en souvient comme si c'était hier. Il avait 3 ans. J'étais vraiment gamin. Et cette première image, c'était Marie-Claude. Et j'étais assis sur les genoux de mon père. Et mon père me dit, tu vois, elle s'appelle comme ta sœur. Et c'est vraiment